Est-ce que tu serais peut-être d'accord de nous expliquer un peu comment se passe une préparation pour vous sur du Q4 ? Dans l'ordre, la première chose, c'est de préparer énormément de pubs adaptés à ce qu'on va vouloir lancer. On va faire des batchs toutes les semaines de créatifs qui se suivent. On va itérer, on va choisir lesquels fonctionnent et les changer un petit peu pour tester plein de nouvelles choses sur la période, de sorte à ce que en fait, t'as un truc crescendo. Donc la période, elle a commencé début octobre, où tu sens que dans la période d'hiver, les gens commencent à penser un peu à leur cadeau de Noël. Ça monte. Et à partir du 15 au 20 novembre, c'est la Bérésina. Donc là, tu t'es obligé d'avoir vraiment, pour le 15 novembre, d'avoir tes bonnes créatives qui fonctionnent, de savoir lesquelles ont le bon ROS pour que tu puisses mettre un budget faramineux dessus. Te donner une idée, nous là, entre le 15 novembre et le 20 décembre, a priori, on va dépenser plus d'1 million en ads. Salut Émilie, bienvenue dans le Rendez-vous Marketing. Très content de t'avoir pour tes débuts dans les podcasts. Comme tu me disais, c'est seulement depuis quelques mois que tu participes à des podcasts. Pourtant, je pense qu'on te connaît bien, puisque t'es passé sur Qui va être mon associé. Et je pense sur LinkedIn, tu as aussi une bonne visibilité. Donc, tu es la fondatrice de Detective Box. C'est une société que tu as lancée seule, si je ne dis pas de bêtises, ouais. Et que tu as pas mal développé là aujourd'hui. Vous avez une croissance assez rapide depuis 2 bonnes années, je dirais. Et ouais, je suis content de t'avoir sur le podcast pour discuter un peu déjà non seulement du lancement de ta marque, comment ça s'est fait, de comment vous avez accéléré avec Qui va être mon associé, et aujourd'hui comment vous êtes structuré, comment vous développez vos ventes en ligne avec de l'acquisition sur Meta, Google, peut-être l'influence, je ne sais pas ce que vous faites exactement, mais on va en parler. On va parler de tout ça. Yes. Voilà, je sais pas si tu peux peut-être te présenter, nous expliquer un peu quel est ton parcours, peut-être même avant Detective Box. C'est toujours intéressant de voir si tu étais déjà entrepreneur avant ou si c'est ta première entreprise. Alors c'est ma première entreprise, oui, en belle et due forme, on va dire, en bonne et due forme, mais non, dans le sens où moi j'ai lancé des petits projets toute ma vie, tu vois, depuis mes 13 ans, j'ai des projets entre guillemets entrepreneuriaux, mais à mon échelle, c'est-à-dire que j'avais lancé un petit business de ménage quand j'avais 13-14 ans, où je recueillais des demandes de ménage du quartier que je sous-traitais ensuite à des potes quand j'en avais trop. Donc je les faisais moi, et quand il y en avait trop, je sous-traitais. Ouais. J'ai fait des cours d'anglais parce que je suis moitié irlandaise, et donc je faisais des classes de cours d'anglais au lieu de faire des cours particuliers. Moi, je me suis dit, je vais essayer de scaler mon activité et faire des classes. Et ça marchait bien. Donc plein de petits trucs comme ça qui me font dire que j'ai toujours eu ça en moi. Mais ouais, Detective Box, c'est ma première vraie boîte. Moi, j'ai fait école de commerce et j'ai terminé mon école fin 2018. Et après ça, j'ai su que je voulais me lancer en entrepreneuriat, donc je suis partie pendant 1 an bosser sur des petits projets, trouver de l'inspiration, tester plusieurs choses. Je voulais me lancer un peu dans la green tech ou la travel tech, initialement plutôt dans des plateformes P2P. Donc j'ai fait un petit passage par Click and Boat parce que je voulais voir de l'intérieur comment ça fonctionnait pour ma propre plateforme à moi. Et finalement, quand j'étais aux US en train d'avancer sur un projet qui n'avait rien à voir, j'ai découvert une boîte qui s'appelle Hunt & Killer qui fait des jeux d'enquête. Et je trouvais le concept assez intéressant, et donc personne n'a compris pourquoi je suis partie trouver un projet hyper propre à la scalability, on va dire, en baladant à Palo Alto, et je suis revenue avec un projet de jeu d'enquête. C'était un peu lunaire pour tout le monde. Les gens pensaient que j'avais lâché la corde, et peut-être moi aussi un petit peu d'ailleurs. À l'époque, c'était pas hyper clair pour moi pourquoi je faisais ça, même si je sentais que c'était vraiment là où je devais me lancer. Toutes les étoiles étaient alignées. C'était un projet beaucoup plus abordable parce que j'avais pas de co-founder, je connaissais personne dans le monde de l'entrepreneuriat, et donc je voulais un truc très activable. Et à l'époque, ça touchait aussi à la créativité, où j'allais pouvoir écrire ma première enquête. Et donc, sans vraiment comprendre pourquoi c'était un sujet qui me parlait beaucoup, je me suis lancée là-dedans. Donc, on était tout début 2020. Et
Et puis voilà, 4 ans et demi plus tard, même plus, on est presque à 5 ans plus tard. C'est plus clair pour moi sur pourquoi je me suis lancée là-dedans. Tu vois, c'est vraiment la combinaison de plein de choses, mais l'envie de créer un objet culturel qui fait du lien. Qui permet aux gens d'être plus actifs dans leur divertissement. Tu vois, aujourd'hui, on a Netflix qui te produit les pires daubes avec leur algorithme en réfléchissant à qu'est-ce qui va prendre le plus de téléspectateurs, mais sans vraiment réfléchir à la qualité de ce qu'ils pondent. On a la télé-réalité qui explose, tout le monde est fasciné par leur smartphone et glué, et notre capacité d'attention est en chute libre. Et en fait, moi, je sentais que j'avais envie de participer à un mouvement contraire où les gens allaient pouvoir se réunir, passer du temps ensemble, vraiment interagir, réfléchir sur un truc, et sur un truc sur le temps long. Je trouvais ça important, le temps long, le temps de qualité, dans un monde où tout devient vraiment instantané et très très facilement consommable. Moi, je voulais que les gens se challengent ensemble et kiffent ensemble, quoi. Ouais, je comprends. Mais c'est vrai que l'univers du divertissement, ça c'est quand même pas mal développé dans les dernières années, mais surtout en ligne, finalement, avec toutes les applications. Tu as parlé de Netflix, et là, t'es un peu dans le réel. On est d'accord, c'est un jeu d'enquête. Enfin, tu pourras peut-être expliquer un tout petit peu plus, mais tout se passe chez soi, à la maison. Je suppose que l'enquête, on l'a fait pas seul, on l'a fait ensemble. Du coup, c'est vrai que tu as parlé du fait ce qui m'a intéressé, c'est que tu as dit que tu devais imaginer l'enquête. Ça, c'est pas rien, quoi, comme travail. Comment tu as réussi à imaginer? Ça m'a pris 1 an et demi à écrire la première enquête, tu vois. Donc, c'est une enquête qui dure entre 10 et 12 heures. Il y a 3 épisodes, donc c'est vraiment comme une série policière où chaque boîte est un épisode de la série. Et donc, c'est que au terme de la 3e et dernière boîte que tu arrives à trouver la solution et à dénouer la situation et à trouver le coupable, en fait, du meurtre. Donc ça a été une bonne année et demie d'écriture. C'est très compliqué à faire parce qu'il y a un vrai équilibre entre narration et création d'une vraie histoire. Tu vois, nous, on s'éloigne vraiment du monde de l'escape game parce qu'on veut créer des vraies histoires avec des personnages profonds, des motivations réelles dans un contexte plus large qui ressemble vraiment très 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 fortement à la vraie vie. Il y a un équilibre à trouver avec les pièces à conviction, les choses que tu vas mettre dans la boîte. Il faut que ce soit assez varié, il faut que ça rentre dans les coûts aussi. Il y a un cahier des charges des coûts, de poids des objets que tu mets dedans, parce qu'après, à l'expédition, en fonction du poids, ça peut coûter plus ou moins cher. Et puis, de ce que tu vas mettre sur la plateforme digitale qui te permet d'avancer ensuite dans l'histoire. Parce que nous, on a un parti pris, c'est que c'est au moment où on te présente l'enquête, on n'en sait pas plus que toi. Et ça, en fait, finalement, c'est un truc qui est assez compliqué à faire parce qu'on te fait pas... on te fait pas une situation où au bout de tel et tel moment ouvre cette enveloppe, tu vois. Le parti pris de Detective Box, c'est de dire qu'il n'y a pas de règle. Donc quand t'arrives, t'ouvres ta boîte et le jeu commence à partir du moment où la boîte est ouverte et il n'y a pas de règle à lire, et c'est ça qui fait que c'est très accessible, et c'est ça qui fait que c'est aussi un produit qui s'adresse pas à des gamers, qui s'adresse pas forcément à des fans de jeux de société, bien que les fans de jeux de société adorent, mais qui va pouvoir s'adresser à tout le monde. Et t'as pas besoin de faire partie d'une communauté geek pour apprécier, pouvoir te plonger là-dedans. Et ça veut dire plus de complexité de conception. Donc 1 an et demi de conception. Là-dedans, il y a aussi la création de ma première campagne de crowdfunding sur Ulule qui m'a pris un peu de temps. Il y a la recherche de financement avec les banques, donc il n'y a pas exclusivement de l'écriture. Mais aujourd'hui, la conception d'une enquête, par exemple la seconde enquête qui s'appelle Le tueur au tarot, ça prend environ 1 an et demi à le concevoir, même avec 3 personnes qui tapent dessus à plein temps, quoi. Ouais, c'est incroyable. Donc du coup, la première année et demie, c'était conception, préparation de ta campagne, voir avec les banques pour tout ce qui était financement. Ouais. Mais un truc que je me demande, c'est est-ce que tu avais déjà... comment tu avais déjà réfléchi à le nombre d'enquêtes que tu devais vendre pour être rentable? Est-ce que tu avais déjà un plan financier là-dessus sur le chiffre d'affaires? Ouais, en fait, c'était très simple. Je bossais gratuitement, donc j'avais pas besoin de rentabiliser quoi que ce soit. Oui, bien sûr. En soi, l'enquête, je l'ai rentabilisée en 3 mois, quasiment que en bouche à oreille. Je crois que j'ai commencé, j'avais 500 €
de budget marketing sur ma première année. Ça c'était après le crowdfunding, parce que le crowdfunding j'avais 0. Donc le crowdfunding, j'ai réussi à lever 11 000 euros avec 0 euros de budget, donc ça c'était assez cool. Et ensuite, j'avais à peu près 500 euros pour trouver le bon levier qui va faire que les gens l'achètent pour Noël fin 2021. Fin 2021, ok. Et c'est ça ensuite donc c'est les chiffres que j'ai fait sur fin 2021, qui était un peu le crash test de la demande marché, qui a fait que j'ai trouvé des investisseurs après, des BA, qui ont trouvé les métriques hyper intéressantes et qui ont vu tout l'engouement qu'il y avait pour ce genre de concept. Ok. Je réfléchis. Donc, et quand tu parlais des 500 euros, tu les investis comment, enfin, ou sur quel levier? Je vais pas te donner ma secret sauce, parce que celle-là, vraiment, ça a été ma vache à lait pendant. Ouais, je te la donne. Ça a été ma vache à lait sur le lancement au début. En fait, j'ai mis ça dans un abonnement sur comment ça s'appelle toutes les box et la box du mois. Tu sais, c'est des sites de référencement des box par abonnement. Trop fort. Et en fait, dans ces trucs-là, il y a une catégorie geek, et dans geek, t'as que trois box, quoi. Et donc, ça, à l'époque, ça coûtait 300 euros pour le trimestre. Et donc, j'ai mis 300 euros pour le trimestre, et rien qu'avec ce référencement-là, je crois que j'ai fait 30 000 euros, 35 000 euros sur 2 mois et demi. C'est un très bon ROI, ça. Je pense que les marketeurs Facebook et Google vont être dégoûtés. C'est le meilleur ROI de toute la Terre. Et d'ailleurs, depuis, il a changé son modèle de rémunération, le proprio, parce que c'est complètement décorrélé le retour est complètement décorrélé de l'investissement, quoi. Ah ouais, je comprends. Ok, mais ça, il fallait savoir. Comment t'as appris que quelque chose comme ça existait? T'as fait tes recherches ou t'as demandé à ChatGPT? Par exemple, que ça n'existait pas encore? Non, ça n'existait pas. Non, c'était un pari. Je sens, fallait bien que je le mette quelque part. J'avais pas le budget pour faire des ads payantes, donc il fallait que je trouve l'endroit en fait le plus pertinent, où j'avais l'audience la plus qualifiée, et j'ai décidé que c'était là où j'avais l'audience la plus qualifiée, quoi. Mais c'est ça que je rentais comme question. Donc, la box, je pense qu'on a un peu compris ce que c'était. Enfin, t'as pas forcément donné le prix. Tu peux peut-être nous donner un peu le prix de la box, comme ça les gens peuvent s'y situer. Ouais, globalement, aujourd'hui, une enquête donc, qui dure entre 10 et 12 heures, donc qui se fait en 3 épisodes, ça coûte 99 euros. 99 euros. Donc, ça reste quand même abordable pour tout un chacun. Et du coup, mes questions, c'était d'abord, est-ce que tu connaissais un peu le persona, en tout cas, qui pouvait potentiellement l'acheter? Est-ce que c'était plutôt des parents, des familles, des célibataires ou des personnes en couple? Enfin, tu vois, qui a ton avis? Des couples, principalement. C'est vraiment des couples de trentenaires, souvent, qui cherchent une activité un peu originale à faire chez eux, qui changent de Netflix. Ok, d'accord. Vraiment, ça, c'est le persona, et on va dire qui a déjà fait 1 ou 2 escape games dans sa vie, donc qui est un peu attiré par le côté énigme, réflexion. Et ça, c'est vraiment notre persona clé, quoi. Ok. Mais on est d'accord que ton produit, à la fois, tu peux l'acheter pour toi, mais comme tu peux en faire un cadeau. Donc, du coup, là, sur la fin d'année, par exemple, je suppose que tu t'adresses plutôt à des personnes qui vont l'offrir à quelqu'un, à un proche. Ouais, mais en fait, le plus souvent, tu l'offres à ta conjointe. Je dis conjoint parce que je suis dans mes analyses de persona encore aujourd'hui. Donc, le mot utilisé, c'est conjoint, mais voilà, tu l'offres à ta copine ou ton copain. Et ce qui est cool, c'est que les gens arrivent à justifier du prix, parce que c'est aussi un peu pour eux. Et donc, en fait, quand tu fais un cadeau à 100 balles, c'est un peu cher, 100 euros. Mais quand tu fais un cadeau à 100 euros qui est aussi pour toi, là, t'arrives plus à le justifier. Ouais, je comprends. Ok, d'accord. Est-ce que ça, c'est un truc que vous adaptez dans vos angles marketing, c'est-à-dire le fait de faire un cadeau pour le couple ou On met beaucoup en avant le couple. Pas forcément l'aspect on l'achète aussi pour nous, parce que ça, c'est entre guillemets une évidence, et aussi parce que jusqu'ici on a un travail de persona qui est un peu limité. Donc là, on est en plein dedans sur retravailler notre audience, la comprendre exactement, la redéfinir, et on ouvre en fait une nouvelle séquence de Detective Box où on va faire en fait le bon marketing entre guillemets de bons e-commerçants, parce que on sait exactement à qui on s'adresse, pourquoi, quels sont leurs pain points, etc. Jusqu'ici, nous, on a un produit un peu spécifique où on n'a pas de concurrence.
Oui, j'allais te poser la question. Il n'y a pas de concurrence du tout. Si, il y a de la concurrence, mais soit c'est de la concurrence un peu indirecte, tu vois. Je nommerais Unlock, par exemple, qui est un jeu de société, enfin, proprement parler, tu vois. C'est vraiment des cartes, donc c'est un peu un escape game sous forme de cartes à jouer. Je dirais qu'il est nos plus gros concurrents directs, indirects. Après, on a des plus petits acteurs qui font ce qu'on fait, mais qui sont plus petits, qui n'ont pas les mêmes moyens que nous et qui ont choisi un angle, un positionnement assez différent d'une autre, donc on se marche pas trop dessus. Et donc ça fait que nous on est les plus gros, on a plus de budget, on est plus connus, et donc en fait ça veut dire qu'on prend déjà toute la population qui attendait ça. Oui. Parce qu'il y avait une demande pour ce genre de produit, et donc en fait il y a plein de gens qui attendaient un truc de genre sans même le savoir, tu vois. Mais en fait quand tu leur proposes le produit, t'as pas besoin d'aller dans les pain points et de dire tu passes trop de temps sur ton téléphone, est-ce que tu peux reconnecter avec tes amis et tes proches et machin. Enfin en fait c'est juste voici un jeu d'enquête, t'as compris le principe, est-ce que ça te fait plaisir, oui, non. Ouais, en fait, comme on dit toujours, il faut arriver, enfin, faut le bon marché, mais aussi arriver avec le bon timing. C'est-à-dire que là, t'es arrivé un peu en avance. Non, j'arrivais beaucoup trop en retard. Imagine si j'avais lancé mon business pendant le Covid. Franchement, ma vie aurait changé. Oui, excuse-moi, je veux dire un peu en avance par rapport à la concurrence. Mais en effet, si tu l'avais lancé durant le Covid, ça aurait été parfait. Mais je veux dire, je suis mal exprimé. C'est le fait que t'arrivais vers un marché où il n'y avait pas de concurrence, où il y avait un besoin qui n'était pas forcément identifié dans leur tête, mais dès que tu en parles, ça fait sens, et où tu n'as pas besoin de passer ton temps à éduquer. Alors, il faut passer du temps à éduquer parce que les gens ont du mal à comprendre exactement de quoi il s'agit, mais ils comprennent le concept global qu'il faut résoudre, dans une enquête, quoi. Mais par contre, expliquer le concept de voilà, t'as des boîtes et chaque boîte c'est un épisode, et en fait il faut faire les épisodes dans l'ordre, et c'est pas des enquêtes individuelles. Enfin, tu vois, il y a quand même beaucoup d'explications à faire. C'est d'ailleurs nous qui nous tapons tout ce travail d'évangélisation pendant que nos petits concurrents profitent de ce travail-là. Donc ça c'est toujours le problème d'être le leader, c'est que c'est toi qui te tapes cette tâche d'évangélisation, d'explication, de démocratisation d'un concept que personne ne connaît encore. Et aujourd'hui, tu vois, au tout début, il fallait expliquer ce que c'était un jeu d'enquête. Aujourd'hui, les gens comprennent un petit peu mieux ce que c'est un jeu d'enquête, et tu peux passer plus à voici les features de ce jeu d'enquête en particulier, pourquoi est-ce que ça va dépasser tes attentes. Mais c'est quand même à nous d'expliquer à tous les autres ce que c'est un jeu d'enquête. Aujourd'hui, quand je dis je fais des jeux d'enquête et que je me balade dans la rue, quand je rencontre des nouvelles personnes et que je leur dis que je fais des jeux d'enquête, ils me demandent c'est quoi un jeu d'enquête. D'accord, ok. Et donc, du coup, dans ta stratégie, donc tu vas avoir des ads ou des contenus top of the funnel pour expliquer ce qu'est un jeu d'enquête. En fait, notre problème, et c'est un peu ce que je te racontais, c'est que jusqu'ici, on n'a pas fait beaucoup de top funnel. Et donc, on a le luxe de ne pas avoir eu à faire trop de top funnel, parce qu'en fait, le bottom funnel est tellement puissant et tellement prêt à acheter qu'on a beaucoup travaillé le bottom funnel. Et c'est que maintenant, et c'est aussi le but de la levée de fonds, de travailler le top of funnel. Ok. Quand tu dis bottom of funnel, c'est-à-dire que tu faisais des ads qui étaient très orientés produits. Il n'y a pas besoin d'expliquer midi à 14h ce que c'est. Les gens savaient déjà plus ou moins. Et tu proposais simplement d'aller sur le site pour en savoir plus. Disons que, tu vois la boîte, on t'explique 10 heures de jeu, 99 €, je sais plus ce qu'on disait, 1 à 4 joueurs. Et les gens achetaient. Enfin, en fait, t'as pas besoin d'aller dans l'inspirationnel de quoi que ce soit. C'est un jeu d'enquête, tu mets des photos, tu dis que c'est un jeu d'enquête qui est réaliste. En fait, t'expliques plutôt les features du produit et l'explication de comment ça fonctionne, mais t'expliques pas le problème, t'expliques pas pourquoi t'es là, tu n'expliques pas ta raison d'être. Donc ça, on l'a très peu fait. Et ça va être un peu notre travail là à faire à partir de maintenant. Si on revient sur peut-être la partie e-commerce, donc tu as dit qu'au départ, tu t'es lancé sur là où il y avait l'abonnement pour les box. Donc là, tu avais déjà un site. Ouais, j'avais un Shopify bête et méchant que j'avais fait moi-même à la mano sur un template Shopify. Ok, donc encore une fois, c'est une question que j'aime bien poser. C'est quelque chose que tu as fait assez rapidement. C'est-à-dire tu avais tes quelques pages sur le Shopify, la page produit, et tout simplement, tu t'es déjà lancé. Ouais, j'avais une page, clairement. C'était un one-pager ?
Ouais, c'était un one-pager. J'avais la page produit où j'expliquais ce que c'était que Detective Box. Il fallait comment... Enfin, franchement, il y avait très peu de matière dessus. Hein. Je pense qu'il y tu avait te mettais en avant sur la page? il y avait peut-être une deuxième page, Qui sommes-nous, où j'avais mis une petite photo de moi et pour montrer que j'étais en train de monter les boîtes dans l'atelier, dans mon garage, quoi. Ok, ouais. Donc il n'y avait pas énormément de storytelling, on va dire, ni même une page... Comme on a dit tout à l'heure, un peu top of the funnel. C'était vraiment juste une page d'achat, une page produit pour les gens qui connaissent déjà. Tu t'essayes de faire de la pseudo-immersion, mais en fait, c'est toujours difficile de dire que tu es immersif sans montrer ton immersion. Donc, en fait, c'est un piège de dire on vous promet qu'on est l'enquête la plus immersive. En fait, à partir du moment où tu as besoin de le dire, ça veut dire que tu fais pas ressentir, ça veut dire que c'est pas une expérience d'immersion en elle-même, et donc tu viens de te tirer une balle dans le pied, quoi. Parce que dire je vous promets on est le plus immersif alors que ton expérience d'achat est pas immersive, bah c'est un peu nul. Donc aujourd'hui, ça aussi, ça va être un de nos gros chantiers à partir de maintenant. C'est en anglais, on dit walk the talk, tu vois, c'est on va arrêter de dire qu'on est immersif et on va montrer qu'on est vraiment immersif avant même que tu rentres dans ton expérience Detective Box. Parce que oui, nos enquêtes sont hyper travaillées, tu vois, on dépense plus de 100 000 € dans la conception audiovisuelle par enquête. Donc, il y a un vrai travail dessus, mais on arrive peu à le montrer parce qu'on est sur un site e-commerce. Donc, nous, là, maintenant, on veut sortir de ce monde du e-commerce qui est un peu bête et méchant, qui est très axé produit, et on a besoin de fonds notamment pour aller communiquer davantage comme des films, des séries, des plateformes de streaming, comme le ciné peut le faire, pour montrer qu'on est un produit culturel qui est davantage de l'ordre de la série que du jeu de société. Ok, je comprends. Là, par exemple, je vois sur le site, par exemple, tu as une enquête, tu dois résoudre une énigme. Et après, tu as une surprise. Enfin, tu peux expliquer un peu ce que c'est sur le site. Je vois pour donner son email, c'est marrant. C'est un peu ce que tu veux. Ça, c'est un très très bon hack e-commerce pour le coup, où le premier mail que tu vas recevoir dans ton flow welcome, c'est une énigme. Et le résultat de l'énigme, c'est un code promo. Et pour checker que tu as trouvé le bon résultat, tu vas rentrer le code promo dans ton truc. Et si la promo s'affiche, ça veut dire que tu as trouvé la bonne solution. Et si ça s'affiche pas, tu t'es trompé. Et en fait, c'est assez, si je peux me permettre, malin, parce que les gens, une fois qu'ils l'ont tapé dedans, ils sont en mode bon, allez, j'achète. Et on a ce premier mail qui convertit extrêmement bien. Trop fort. Et là, je vois qu'il est écrit 899 détectives ont déjà trouvé la réponse. Donc, mine de rien, c'est quand même pas mal. Ouais, et là, on l'a changé. Je crois en fait, on change l'énigme tous les quelques mois. Donc là, on l'a changé il y a un mois, quoi. J'avais jamais vu, sur le coup, c'est une super méthode pour aller chercher des abonnés, parce que comme tu dis, tu as un peu le côté curiosité qui fait que tu as envie de savoir si tu as la bonne réponse ou non, quoi. Ouais, et puis nous, ça se prête bien à notre ADN, parce que tu dois résoudre un peu une mini. Ouais. Il y a d'autres hacks que tu as mis en place sur ton site justement pour faire en sorte que ça soit plus relié à ce que vous vendez ou que ce soit plus immersif, comme t'en parlais? J'aimerais te dire oui. Et je suis au grand regret de te dire non. Et c'est un chantier sur lequel on se lance. Ça fait partie justement des choses dont je te parle, où il faut qu'on mette en pratique beaucoup plus des choses qu'on promet dans les enquêtes, mais qu'on fait pas sur tout le parcours pré-achat. Après, j'ai quand même l'impression, après si tu dis que la partie développement prend beaucoup de temps, parce que développer un produit, ça te prend pas quelques mois, ça t'en prend 1 an et demi. Donc, du coup, la partie marketing, tu nous expliquerais un peu comment s'organiser, mais tu as peut-être moins de temps, toi, à y consacrer, en tout cas, de ce que je comprends. Oui, alors après, c'est moi, je suis plus sur le front en train d'écrire les enquêtes, c'est mon lead game designer qui s'en occupe. Donc, moi, là, j'étais plutôt en levée de fonds, et ça prend du temps et un peu d'énergie. Et aujourd'hui que la levée de fonds est terminée, moi, je me remets dans le marketing et dans le growth. Ok. Donc, au départ, peut-être revenir, donc 2021, comme tu as expliqué, tu as commencé à lancer le projet. Et donc, du coup, pendant, je pense, une bonne année, tu as fait le marketing. Et puis après, tu es passé sur Qui va être mon associé, où c'était en 2023 que tu es passé. Ouais, début 2023, ouais.
Début 2023, ok. Ouais. Et peut-être expliquer à ce moment-là où est-ce que tu en étais. Parce que là, je suppose que c'était toi qui faisais tout le marketing. Je pense que tu t'étais décrite comme une entrepreneur qui est pratiquement seule sur le projet, dans mes souvenirs. Ouais. Donc, tu faisais le marketing. Qu'est-ce que tu faisais en termes de marketing avant qui veut mon associé, puis avant qui veut mon associé? Ouais, bah écoute, on a... moi, j'ai fait ma première levée, donc j'ai levé 140K fin 2022. Et donc, de septembre à décembre 2022, j'étais toute seule avec une alternante sur le projet. Donc, c'est à ce moment-là qu'il y a eu le tournage qui va être mon associé. Et c'est moi qui gérais ça. J'ai pris une agence en novembre, je crois, parce que nous, on a la période de Noël, on a une activité qui est quand même très saisonnière. Donc, le novembre-décembre, il est charnière. Et tu vois, sur ces 3 mois-là, on avait fait un peu plus de 300 000 euros de chiffre d'affaires, alors que l'émission n'était pas sortie. Il y avait très peu de budget. Enfin, on avait des retours sur investissement qui étaient colossaux. Enfin, notre ROI, je crois qu'il était de 11 à l'époque. Donc c'est aussi des erreurs de jeunesse de dire bon bah ça marche, pas besoin de faire plus, mais en fait j'avais pas les stocks pour faire plus, donc on est resté sur ce qu'on avait, avec des ROS de 11 qui te rendent fou parce que t'as juste envie d'en vendre 10 fois plus. Enfin là tu peux appuyer 50 fois sur l'accélérateur, mais on n'avait pas les stocks et on voulait réserver des stocks pour qui va être mon associé, qui sortait 2 mois plus tard, donc voilà. Et puis qui va être mon associé est sorti, et puis bah c'était bien, nous ça nous a aidé, mais tu vois, c'est très surestimé en fait le poids que ça a, ce genre d'émission. Genre c'est vraiment très très surestimé. Nous en termes de CA, on a fait un meilleur CA le mois d'avant de la diffusion que le mois de la diffusion. En janvier? Ouais, alors que l'émission est sortie, je crois, le 3 janvier, donc on a fait un bien meilleur mois de décembre que le mois de janvier. Ouais, après aussi parce que le mois de décembre, comme tu disais, c'était une grosse saisonnalité, mais quand même en janvier, tu t'attendais peut-être à faire plus sur le coup, puisque tu étais potentiellement devant 2 millions de personnes facilement. Ouais, nous on s'attendait à faire des gros chiffres, et c'est pour ça aussi qu'on s'était gardé un petit peu de stock. Ouais. Et je pense que même si mon pitch a bien fonctionné, les gens ont trouvé que c'était bien présenté et tout, on est une des boîtes qui avons le moins transformé, je dirais. C'est vrai? Je sais. Non, moi, je m'étais dit que ça avait cartonné. Moi. Dans ma tête, je m'étais dit t'es l'une de celles qui avait le plus bénéficié de l'émission. En termes de notoriété, en tout cas. En termes de notoriété, ouais. En termes de notoriété, ouais. Mais en termes de chiffre d'affaires, nous, on a fait... je crois que ça nous a ramené 70 000 euros, tu vois. C'est pas énorme. Il y en a, ils font 200 000 euros en une journée. C'est ça. Nous, c'est 70 000 euros sur 2 semaines. Et comment ça se fait? Genre, t'as une explication? Est-ce que tu as eu des retours comme quoi les gens ils voulaient pas acheter tout de suite, ou c'était pas le bon moment? L'explication, c'est qu'on était très jeunes. Enfin, très jeunes, il y avait que moi, tu vois. Il y avait moi et j'avais un respo logistique à l'époque, et un alternant au moment de la sortie. Et donc, pour la préparation du projet, la préparation du site web, enfin, tu vois, on était encore sur mon vieux Shopify immonde, donc... 4 semaines avant, on décide d'essayer de bricoler un Shopify un tout petit peu mieux, mais bon, avec 2 000 euros de budget pour faire un Shopify, tu vas pas très loin. J'avais personne pour faire le CRM, donc il y avait pas de boucle de mail, enfin il y avait pas de stratégie. Enfin moi j'avais pas le temps en fait, j'étais au four au moulin à répondre aux clients, etc. Donc on n'avait pas les épaules pour assumer et pour accueillir cette autorité. C'est à mon point que tu dis, parce que je pense que ceux qui ont réussi, à chaque fois, ils m'ont expliqué, on a préparé notre site aux petits oignons, on a fait une offre, on a fait un pop-up, on a fait du retargeting derrière, on a fait plein de trucs, et ça a souvent bien marché. Après, il y a toujours aussi est-ce que l'offre produit est bien adaptée à l'audience qui regarde? A priori, oui, c'est des gens qui regardent la télé, qui sont... Ouais, je pense, mais on l'aurait fait 1 an plus tard, ça aurait tout changé. Okay. Et là c'était cool, ça nous a fait connaître pour pas mal de monde. En tout cas les gens ils reconnaissaient moi, ils reconnaissaient ma tête. Je pense que j'ai une tête un peu reconnaissable aussi, donc ça aide. Okay. Mais voilà, c'est pas vraiment du CA. Après, ne soyons pas de mauvaise foi, quand tu fais des pubs derrière, tu peux pas vraiment mesurer la part de la télé, mais en fait le travail top of funnel il est fait par la télé, tu vois. Et là, c'est sûr et certain qu'il a été fait. Tout cas, il est en partie, ouais. Donc c'est pour ça que je te dis qu'on n'a pas eu vraiment besoin de faire top of funnel parce que la télé s'en est chargée pour nous.
Et derrière, nous, on avait besoin que de convertir. On fait du bottom funnel et ça marchait très bien. Et ça marche encore très bien, mais bon, petit à petit, tu sens que tes coûts d'acquisition augmentent un peu et tout, donc faut... Ah, intéressant, ouais. Non, ça augmente, il y a plein de raisons pour lesquelles ça augmente, parce que je pense que ton audience a déjà épuisé une partie de l'audience bottom of the funnel, comme on disait. Ouais, c'est ça. C'est vrai que les marketeurs, enfin nous, les marketeurs Facebook, on en parle beaucoup, c'est que à la fin, c'est pas un stock inépuisable, l'audience que tu peux toucher. Non. Si tu as touché une partie, tu es obligé d'aller chercher des personnes qui sont plus hauts, qui sont pas encore prêtes à acheter, mais qu'il faut... Tu sais, on dit tout le temps que dans un marché, tu vas avoir 3% qui sont prêts à convertir, et tu en as 80% qui sont même pas à l'étape de recherche de solutions ou de... Donc nous, on a beaucoup travaillé l'audience qui était prête à convertir maintenant, et je pense que la télé a fait un certain travail pour faire descendre les gens dans le funnel de manière un peu invisible. Ouais. Donc oui, ça nous a forcément aidé, forcément ça améliore tes taux de conversion, même si t'as pas le droit de faire tourner des ads de l'émission, les gens ils reconnaissent vite. Ah ouais. Ouais, il y en a qui le font un peu ou qui mettent des extraits, ouais. T'as pas le droit. On fait tous une mini entorse et après tu te prends une mise en demeure 2 semaines plus tard et t'es là, ok, d'accord. Ah ok, c'est vrai, ok. Bon, voilà, faites attention pour ceux qui font l'émission. Il faut faire date. Vous n'avez pas le droit d'utiliser en ads derrière. Ouais. Et donc voilà, donc là on ouvre un peu un nouveau chapitre où la télé a fait le travail pour nous sur ce haut de funnel pendant 1 an et demi, et maintenant c'est à nous de le faire avec nos moyens, avec une stratégie un peu plus construite sur cette partie-là. Ouais. Après, peut-être 2 petites choses. Enfin, entre 2022 et 2023, de ce que j'ai compris, vous avez quand même une croissance fulgurante, dans le sens où vous n'avez pas fait un x2, vous avez plus un x3 ou x4 de ce que moi j'avais cru comprendre. Ouais. Donc ça a quand même été pas mal. Mais tu disais x10, ouais. x10, mais après il y avait un travail d'ads, à mon avis, un travail marketing dont on va parler un peu après, parce que là, ça fait 1 an et demi. L'autre point, c'était est-ce que toi, en termes de notoriété sur les réseaux, tu en as profité d'une manière ou d'une autre pour, encore une fois, plus aller chercher une autre audience que tu n'aurais pas pu aller chercher sans la TV. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc en étant sur les LinkedIn, Instagram, personal branding, incarner la marque. Moi, c'est sûr que c'est là où je sens le plus la différence de la télé. Tu vois, moi, mon personal branding à moi, c'est sûr que mon LinkedIn, il prend beaucoup plus facilement que n'importe quel autre LinkedIn parce que les gens t'ont vu à la télé, donc ils ont une certaine affinité avec toi. Ouais. Et d'ailleurs, c'est assez fascinant, hein, c'est que je raconte pas des choses plus intéressantes que ma voisine, et juste parce que ma tête est reconnaissable, qu'ils ont vu à la télé, donc ils connaissent un peu mon histoire, ils peuvent s'identifier ou non. Mon LinkedIn c'est bien développé grâce à ça, ça c'est sûr. Ouais. Et donc sûrement qu'il y a plein de clients qui sont venus de LinkedIn, mais bon, en termes de proportion, c'est pas énorme, tu vois. Nous, on a un post-portrait survey, on demande d'où viennent les gens, y a personne qui nous dit qu'ils viennent de LinkedIn, quoi. Ouais. Après, dans mes souvenirs, je trouve que ton pitch, c'était l'année passée que j'avais écouté, je trouve que tu fais bien, enfin, tu faisais un bon storytelling. Est-ce que tu as des conseils justement en storytelling pour être capable de marquer les esprits, on va dire. En tout cas, moi, personnellement, tu avais marqué mon esprit. C'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure que je pensais réellement que ton passage avait cartonné en termes de vente. Et je suis pas sûr d'être le seul à l'avoir pensé. Ouais, mais en fait, tout le monde me dit ça, hein, donc c'est l'impression générale, et ça je le sais, parce qu'à chaque fois que je vais quelque part, on me parle de qui va être mon associé, à quel point ça a dû changer la face de notre business. Oui, ça nous a bien aidé, mais franchement, je pense pas que ça ait changé la face de notre business. Okay. Par contre, sur le storytelling, qu'est-ce que je peux te raconter? Non, mais c'est vrai que aller chercher l'émotion et en fait parler de pourquoi t'es là avec une certaine authenticité, je trouve que c'est important, plutôt que d'aller directement dans le quoi, hein, comme disait Simon Sinek, commencer par le why, quoi. Alors moi, j'avoue que ceux qui commencent leur pitch en disant bonjour, on vient pour lever 1 million pour faire ceci, je trouve que c'est beaucoup moins fort que expliquer comment tu as démarré. Je sais plus comment, encore une fois, j'ai plus la mémoire aussi forte. Figure-toi que c'est une directive de l'émission, tu es obligé de le faire. Il te demande, avant de lancer ton pitch, de faire ta phrase récapitulative. Puis, voilà. Mais des fois, dans l'émission, il commence par ça. Et il commence pas par l'histoire. Il commence pas par le... Techniquement, tu es obligé. Et c'est juste... tu sais, c'est vraiment le conseil d'entrepreneur lambda, mais c'est...
better say sorry than ask for permission. Genre, en gros, moi, je crois que je l'avais pas vraiment fait, alors que normalement, t'es obligé de le faire. Juste avant, t'as une répète, et donc t'es obligé de dire la phrase. Bonjour, je m'appelle Émilie, je suis là pour lever temps pour ma boîte Detective Box. Et en fait, moi, je l'ai retourné un peu à ma sauce, et je l'ai mis après une partie de pitch qui effectivement te permet de rentrer de manière plus directe dans ton récit. Ok, d'accord. Donc, bon, c'est bon, voilà, mon conseil, c'est de pas toujours suivre les consignes, quitte à t'excuser après, mais ne demande pas l'autorisation avant, parce qu'on va te dire non. Ouais, mais je trouve aussi que dans ton pitch, ça sentait que t'avais de l'audace. En tout cas, moi, je me rappelle de ça. Bon, bah, ouais, peut-être. Voilà. Je pense que montrer une certaine assurance, c'est important, parce qu'en fait, si toi, tu respires pas l'assurance, ça veut dire que t'es pas sûr de pourquoi t'es là, ça veut dire que tu crois pas en ton produit, donc les gens en face de toi, ils vont pas croire en ton produit non plus. Et, c'est clair. Et je pense que c'est peut-être le plus important, ouais, c'est de montrer que toi, t'es là, si on parle spécifiquement de qui va être mon associé, mais c'est aussi le cas pour une levée de fonds, tu vois, moi, là, je viens de lever 2 millions. Rien que ça. Ouais, c'est beaucoup de millions. Ouais, j'ai closé là, il y a pas trop longtemps. En fait, ça a été hyper simple pour nous de lever 2 millions, parce que je pense, alors, j'ai un bon réseau maintenant, mais aussi parce que moi, je crois vraiment en ce qu'on fait. Je suis convaincue qu'on a un énorme marché. Et en fait, quand je vais présenter le projet à quelqu'un, je leur propose une opportunité. C'est juste que nous, en fait, on va réussir à faire un truc de fou. Soit tu veux en être et tu nous donnes de l'argent et donc je te propose un ticket d'entrée dans l'aventure. Soit tu veux pas en être et bah tant pis pour toi. Mais oui, je vois ce que tu veux dire, c'est que tu te poses pas comme étant demandeur, tu te poses comme étant en train d'offrir une opportunité. Et je trouve que c'est bien. Enfin, je suis pas un expert en levée de fonds, mais j'ai aussi l'impression que si tu viens pour quémander de l'argent, ça le fait pas trop. Alors que si tu montes des chiffres hyper carrés, qui sont en plus assez positifs en termes de croissance, on dit toujours que les chiffres parlent pour nous. C'est sûr et certain que si tu as un plan d'action, des bons chiffres qui viennent baquer ce que tu racontes et des bons fondamentaux, on le sait tous sur la LTV, sur le coût d'acquisition, c'est ce qui regarde les investisseurs. Ouais, mais les chiffres, franchement, faut que tu aies un business qui tienne la route, mais tu peux les faire parler comme tu veux. Et c'est à toi de faire la démonstration en fait, toi, tu es sur une lancée, ça va se faire qu'ils veuillent ou qu'ils le veuillent pas et qu'ils en prennent partie, qu'ils prennent partie à l'aventure ou pas. Et voilà, une opportunité. Et d'ailleurs, un des combats des business angels, c'est d'avoir un bon deal flow. Et ça veut dire quoi, avoir un bon deal flow? Ça veut dire même qu'ils sachent que l'opportunité est là. Et en fait, le plus gros problème d'un BA, c'est l'asymétrie d'information. Et du coup, ils sont pas forcément au courant quand il y a une levée de fonds. Ouais, je vois. Et donc, eux, leur enjeu, c'est d'avoir le plus de deal flow possible et d'avoir les meilleurs dossiers qui passent par leur table. Et donc, c'est à toi de leur dire, là, t'es dans le top du deal flow du moment. Et ceux qui le ratent, c'est tant pis pour eux. Et d'ailleurs, j'ai des gens, tu vois, que je suis allée parler à des fonds là récemment, je les ai vus à une soirée où je parlais de ma levée de fonds et ils sont venus me voir, ils font Émilie, on comprend pas, tu viens de lever 2 millions, nous on n'a pas vu passer ton dossier. Je dis ouais, je sais, vous avez pas vu passer mon dossier parce qu'en fait, je l'ai passé que à un certain nombre d'investisseurs que je connais. Et c'est aussi jouer un peu sur l'exclusivité, c'est que je vous le montre en priorité parce que je crois en vous, j'ai envie de vous avoir sur le deal parce que ceci, cela, et je le montre pas à d'autres, donc soit vous le prenez, soit je le passe à d'autres gens parce qu'il y a plein d'autres gens qui attendent. Ok, je comprends. Tu penses quoi je suis d'accord avec tout ça, mais tu penses quoi des levées de fonds participatifs? J'en ai vu quelques-unes sur LinkedIn passer. Genre où tu fais en sorte qu'il y a beaucoup de gens qui contribuent, tu disais ça se fait pas mal. Qu'est-ce que j'en pense? J'en pense que c'est une bonne manière de faire si ça a du sens de travailler sa communauté, je pense. Ouais, c'est ça que j'allais dire. Ouais, franchement, c'est un sujet que je maîtrise pas énormément, donc je vais pas m'étendre sur le sujet. J'ai un bon copain, Alex, qui a une boîte qui s'appelle Tudigo et qui fait ça et qui accompagne les boîtes dans le crowd equity. Je sais que ça marche très bien, que tout le monde est très content, donc j'ai pas d'opinion à donner dessus. Moi, je dirais que la raison pour laquelle moi je l'ai pas fait, c'est que ça doit prendre beaucoup d'énergie à faire. Je pense que c'est une bonne opportunité si t'as moins de réseau.
Ok. Et moi, je crois quand même en la valeur de l'accompagnement de tes business angels ou de ton fonds. Enfin, je trouve qu'il y a quand même un net positif à avoir des gens qui sont souvent des entrepreneurs, qui ont beaucoup de choses à t'apporter en fait. Tu vois, moi j'ai eu mon premier board la semaine dernière. Du coup, depuis ma levée de fonds, j'ai un board, chose que j'avais pas avant particulièrement. Moi, je parlais avec mes investisseurs et j'étais très preneuse de leur feedback, mais là j'ai officiellement un board auquel je présente l'activité de l'entreprise, je leur montre un peu les décisions stratégiques. Ils nous ont challengé comme pas possible avec ma DG. On est sorti de là un peu secoué, mais c'était génial en fait parce que ça te fait questionner plein de choses que tu questionnerais pas autrement, et donc avoir des gens aussi impliqués qui ont entre guillemets les mêmes intérêts que toi et qui sont pas dans le day-to-day de la boîte. Moi, je trouve ça hyper précieux. Ouais. Ah mais franchement, enfin désolé pour ma question de tout à l'heure, elle était peut-être un peu vague, mais moi c'est un peu ça que je me disais, après sans forcément bien connaître le milieu, c'est que quand tu vas faire des levées de fonds auprès d'investisseurs, ben, c'est que eux en fait ils s'impliquent dans le développement de ta société, et vu qu'ils ont peut-être 50 dossiers comme le tien et qui savent comment développer une boîte D2C, parce que je suppose que tu recherches quand même un cabinet ou un groupe d'investisseurs qui sont experts de ton modèle, ben, d'office ils ont des conseils à te donner et ils vont te challenger, alors que la levée de fonds participative, pour moi, c'est en effet, tu fais participer ta communauté. Et en fait, je pense que toi, totalement, tu as la communauté pour. Mais derrière, bon, après, il faut bien gérer l'argent des gens, même si derrière, tu vas lâcher peut-être un peu moins d'equity. Ouais, je pense que c'est un choix qui dépend vachement des projets, qui dépend de tes motivations. J'ai vu que j'ai une copine qui a fait ça là, avec sa marque Zeta, qui fait des chaussures. Ouais, c'est ça, c'est vrai que je pensais. Bah voilà, Laure, elle a lancé ça récemment avec Zeta. Et je pense que c'est très cool, et je pense que c'est d'autant plus pertinent quand tu as un produit aussi avec un axe développement durable, un peu écologique, ou en tout cas, on va dire, avec une belle cause. Donc les gens ont envie de soutenir la cause, tu vois, tout comme les gens ont soutenu Team for the Planet. Donc je trouve que ça a beaucoup d'intérêt dans ce sens-là. Une boîte comme la nôtre, ouais, on a des gens qui sont passionnés, notre communauté, ils sont vraiment à fond et ils nous adorent. Mais tu vas pas forcément aller chercher des gens en dehors de ta communauté, parce qu'ils te connaissent. Enfin, s'ils ont pas acheté encore, c'est qu'ils te connaissent pas, c'est qu'ils ont pas de raison de participer. Alors que on a des super métriques, les BA le voient, et donc c'est plus facile, en tout cas pour moi, de faire valoriser notre projet comme ça. Ouais, je comprends. Mais c'est vrai qu'en effet, ce sera pas aussi simple de l'expliquer à quelqu'un qui connaît pas autant la logique, la fondation financière d'une entreprise comme la tienne, que c'est un super deal. Ouais, on se comprend. Je pense que pour moi, la levée de fonds en crowd equity, c'est plutôt une participation affective, une participation, on va dire... financière, ouais. Genre avec un but de faire x5 dans 5 ans. Ouais, c'est ça. Et moi, je suis plutôt je prends le truc plutôt d'une manière business. J'ai envie de croître, et j'ai envie de croître sainement, et j'ai envie de faire les choses bien et pour les bonnes raisons. Enfin, pas que les autres le font pas pour les bonnes raisons, mais c'est juste que moi, dans la manière de développer la boîte, c'était plus intéressant pour moi d'être avec des BA. Ok, je comprends. Ok, bon, on va clore ce sujet-là pour revenir peut-être sur la partie acquisition. Donc, tu as parlé d'un x10 entre 2022 et 2023, ouais, de ce que je comprends. Je pense que je me suis enflammé sur le x10, mais un truc x7. En tout cas, sur le coup, une croissance assez importante qui peut faire peur à première vue. Donc, peut-être revenir là-dessus. Donc, tu as eu l'émission en janvier où vous avez fait 70 000 euros de CA. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez mis en place pour aller faire ce x7, comme tu disais? Et que je comprenne un peu les leviers qui ont été mis en place, qu'à ce moment-là, je pense que c'était plus uniquement sur l'abonnement de Box et qu'il y avait d'autres choses que vous avez mis en place. Honnêtement, nous, jusqu'ici, le business repose énormément, même pratiquement exclusivement sur Meta. C'est faux. On fait tout sur Meta. Là, on en sort parce que être dépendant de Meta, c'est pas la meilleure idée. Mais en fait, quand tu te lances, quand tu as une logique d'optimisation de l'énergie, tu vois, moi, il y a encore 1 an et demi, j'étais quasi toute seule dans la boîte. Mon premier recrutement en CDI date de mars 2023. Donc, c'était il y a 1 an et demi. Ouais. Ça veut dire que... Et tu vois, c'est un recrutement logistique. En growth, j'ai pas eu quelqu'un avant
août 2023. Et encore, c'est quelqu'un qui est pas resté parce que je trouvais qu'il y avait pas match. Donc, j'ai pas eu quelqu'un vraiment de solide depuis là, février 2024. Ouais, je pense que je vois de qui tu parles. Ok. Oui, avec qui tu as échangé d'ailleurs. Ouais. Donc, il y avait une vraie question d'optimisation de l'énergie. Moi, j'étais à la fois à l'acquisition, j'étais au développement produit, j'étais où tu veux, enfin au SAV, etc. Ça veut dire que tu peux pas te lancer sur plein de canaux différents. Il faut faire un canal et le faire bien. Ouais. Le canal le plus facile à scaler, c'est Meta aujourd'hui encore. Et donc, on a fait du Meta à foison, quoi. Ok. Et ça fonctionne super bien. Les retours sur investissement étaient très bons. On a complété avec un peu de Google. Et puis c'est tout. Enfin, jusqu'à Noël 2023, tu vois, on a fait un tout petit peu d'influence en décembre 2023 et un tout petit peu pour la Saint-Valentin en 2024, mais finalement très peu. Et c'est là pour la première fois pour ce Q4 où on lance vraiment des vraies campagnes de communication, où on lance de la com. Tu vois, là, on lance une vidéo avec Amixem, le youtubeur français, enfin, je crois que c'est le 7e youtubeur en France. Ok. On est en train de préparer une collab potentielle avec le Media Legend. On est en train de réfléchir à plein de... Oui, Legend, je connais, ouais, c'est top. Ouais, c'est un gros média, hein, sur YouTube, ils sont forts. Ouais. Et donc, on teste plein de formats différents. Les gens sont très en demande de notre... entre guillemets, de notre savoir-faire d'enquête qui est dans l'air du temps et qui se prête bien aussi en divertissement YouTube, Twitch et compagnie. Donc, mais oui, c'est sûr. Nous, c'est un gros axe de développement qu'on est en train de travailler actuellement. D'accord. Et genre, peut-être après, avant de parler sur Meta qui m'intéresse, genre avec Legend ou sur Twitch, t'imagines faire quel type de format ? Pour l'instant, je peux pas dire ça. Ah, tu vas pas dire, ok, pas de souci. C'est oui, de toute façon, ouais. Écoute, on passe directement sur Meta, t'inquiète pas. Sur Meta, donc t'as dit que t'as lancé ça par toi-même. Comment t'as appris ? Comment t'as lancé le truc ? Est-ce que t'as des choses à nous raconter ? Parce que c'est toujours... en fait, pour quelqu'un qui connaît pas Meta au départ, ça peut sembler être beaucoup de travail et beaucoup de réflexion. Comment tu t'y es pris ? Je m'y suis prise en faisant des grosses erreurs de débutante. Tu sais, au début, je me suis dit, bah ouais, je vais faire de la pub Facebook avec, bon, j'ai à peu près 400 € de budget, allons-y. En me disant, bah, 400 € de budget, si je me débrouille bien, je peux faire 10 ventes, tu vois. Et j'avais pas du tout cette idée de palier en dessous duquel tu fais pas du paid parce que, oui, ouais, c'est ça. Ça sert à rien. Donc, je me suis prise pas mal de portes. Moi, je connaissais pas, hein. J'ai commencé vraiment en bidouillant et en demandant à des gens autour de moi. Je suis dans un réseau qui s'appelle le Poney Club à Bordeaux, qui est un groupement d'entrepreneurs à Bordeaux, et dedans j'avais des mecs qui ont une agence d'ads dont je me suis rapprochée, donc j'aurais posé pas mal de questions. Ils m'ont donné des bons conseils au début, et notamment le conseil c'était, franchement, si t'as pas 2000 € à investir par mois minimum, franchement fais pas de l'ads parce que l'algorithme ne fera pas assez pour te proposer les bons clients. Oui, bien sûr. Chose qui peut paraître évidente quand t'es dedans, mais en fait quand tu le sais pas, moi je crois que c'est la question qu'on m'a le plus posée, c'est j'investis dans des ads Facebook, mais j'arrive pas à avoir de retour sur investissement. Et je dis, bah t'investis combien ? Bah 600 €, bah 250 €, bah 800 €. Je suis là, oui non, en fait si t'as pas, et 2000 c'est vraiment la fourchette basse. Moi aujourd'hui mon conseil c'est, si t'as pas 4000 €, t'y vas pas, quoi. Je suis d'accord, mais j'ai donné ça comme conseil à pas mal de gens, enfin des clients, de leur dire parfois la réponse se trouve dans le fait de mettre plus de budget pour lui donner plus de données à l'algorithme, même si ça fait un peu peur à première vue, mais au moins on aurait quoi de la donner. Quand c'est une grosse partie de ton budget, ça fait très peur. Donc j'ai commencé à bidouiller, à apprendre. J'ai un de mes invests qui s'y connaît bien là-dedans, donc il m'a donné pas mal de conseils. Et puis ensuite, les deux mecs en question qui ont une agence, je leur ai filé mon compte pour qu'ils m'aident, et donc j'ai appris avec eux comment le gérer, et c'est eux qui ont pris le compte pour Noël 2022. Ok, il y a 2 ans. Ouais.
Ensuite, je l'ai repris. J'ai pris un free de 23 ans pour qu'il fasse un peu le traffic management dessus et on prenait les décisions un peu de campagne ensemble. Ça peut être assez chronophage, tu vois, d'uploader les visuels, ouais. Uploader toutes les ads, faire tes campagnes et tout ça. Donc lui, il s'occupait de ça. Il se trouve que c'est un mec qui est très bon, qui est très smart pour son âge, donc il s'est bien débrouillé dessus. Donc de plus en plus, j'ai pu lui donner de l'autonomie dessus. Et puis après, on est passé par des agences. Ok. Et sur ton compte, à quoi ça ressemble? Parce que là, tu es sur quand même on va dire un monoproduit. Donc je suppose que tu ne vas pas avoir 15 campagnes différentes vu que tu es sur un monoproduit. Est-ce que tu as tendance à tester différentes cibles ou avoir une campagne assez large où tu vas tester différents axes marketing ou différents concepts? Comment vous fonctionnez au niveau ad, si tu peux nous expliquer la stratégie? Ouais, on a testé beaucoup de choses. Initialement, on avait beaucoup d'audiences différentes. Donc, genre, on a fait des audiences New York, section criminelle, je sais plus ce que c'était, une audience juste détective, une audience escape game, une audience jeu de société, à l'époque où on pouvait encore targeter tout ça. Ouais, c'est fun. Ça, c'est fun. Tu testes plein d'intérêts liés à ton secteur d'activité, finalement. Donc ça, c'était cool. Mais après, rapidement, en fait, on est passé en broad, et puis et c'est en broad que ça marchait le mieux. On a fait pas mal de whitelisting, et ça marchait bien, justement, avec qui va être mon associé. Je pense que ça fait une différence parce que les gens connaissent ma tête. Tu peux expliquer le whitelisting pour ceux qui nous écoutent? Ouais, en fait, moi, je me suis fait un compte Insta et Facebook professionnel, et donc au lieu de faire de la pub via Detective Box, on fait de la pub via mon compte à moi. Et ça marche bien parce que ça paraît organique et ça donne confiance. Les gens connaissent un peu ma tête, en tout cas certains connaissent ma tête. Et donc on avait des très bonnes stats en whitelisting. Et qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Oui, donc ça veut dire que j'ai un compte Insta professionnel, mais où je crois que j'ai 5 posts parce que je déteste ça. Donc tu vois, j'avais tous mes potes qui venaient me voir, mais qu'est-ce que tu fous là? Tu ouvres un compte Insta d'influenceuse, machin. Je dis non, mais attends, mais moi c'est pas du tout pour ça. C'est juste que j'avais la consigne de faire 9 posts pour faire genre qu'il y a un vrai compte. En fait, moi c'est pas du tout mon sujet de faire de l'insta pro d'influenceuse. J'aime pas du tout faire ça. Donc j'ai un compte Insta qui a 5 posts. Ça, c'est intéressant parce que moi, je fais aussi un peu de whitelisting puisque j'ai aussi une personal brand. Enfin, j'ai un site à mon nom, j'ai des pages à mon nom. Et donc, avec mon agent, je fais des publicités où je suis impliqué, soit en vidéo, soit tu me vois sur le visuel. Et je trouve que c'est un bon hack aussi, ce que tu fais. Genre, je pense, ça fait genre Emily avec Detective Box, c'est ça, un truc comme ça, dans la publicité? Ça, on l'a jamais fait avec. C'était que des. D'accord, c'était que Emily. Mais voilà. Après, je dirais, ça ressemble aussi à ce qu'on appelle des FGC, donc Founders Generated Content, où là, en fait, c'était des contenus qui étaient directement dérivés de toi. Et ça, je veux bien que tu m'expliques peut-être à quoi ressemblaient les contenus, ça m'intéresse trop. Genre, qu'est-ce que tu racontais dans tes contenus? Et quel était le format? Est-ce que c'était juste des vidéos, des statiques? Quel type de contenu tu faisais? Alors, on a des statiques produits qui sont des classiques qui ont toujours bien fonctionné, des packshots de tout ce que tu trouves dans la boîte. Bien sûr. Voilà, donc finalement, en fait, on a essayé de le retourner dans tous les sens, mais c'est historiquement ce qui convertit le mieux, surtout en retargeting. D'accord, ouais. Et franchement, nous, on est très, très UGC. On a énormément d'UGC, de gens qui mènent l'enquête pour voir un peu à quoi ça ressemble, et du contenu comme tu dis, Founder Generated Content, où c'est moi qui parle, qui explique ce que c'est Detective Box, qui raconte un peu l'histoire de la boîte, qui dit qu'il y a des nouveaux produits qui sortent, ce genre de choses. Ok, d'accord. Ok, je vois. Franchement, c'est une grosse catégorie. Et aujourd'hui, là, on est en train de travailler, comme je te disais, sur un peu une partie un peu plus brand. Et donc, on est en train de travailler sur beaucoup de visuels et de vidéos, plutôt sur l'histoire des enquêtes. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait. Donc, ça peut paraître dingue qu'on l'ait jamais fait, mais parce que, en fait, à chaque fois qu'on essayait un petit peu, ça marchait pas forcément. Donc là on va travailler cette partie-là en parlant des histoires, et on a aussi un trailer assez sympa de notre deuxième enquête, donc on l'a fait tourner de temps en temps, même si c'est pas celle qui convertit le mieux, donc il faut trouver un peu le bon équilibre entre avoir des contenus qui convertissent pas mais où t'as un bon taux de visionnage, par exemple. Oui. Donc, en vidéo ça marche bien. Et des contenus qui convertissent. Mais je suis une fervente défenseuse de le penser comme un tout,
et pas juste couper celles qui marchent pas, quoi. Non, moi j'aurais tendance à dire quand même ces fameuses vidéos-là, je essaierais quand même d'avoir dans une campagne de notoriété avec un petit budget du type 3 à 5% du total, même pas, ça dépend de ton enveloppe. Hein. C'est une très grosse enveloppe, faut peut-être pas mettre 15 000 euros sur la vidéo, même si ça peut te faire beaucoup de visibilité. Après, de ce que je comprends, ton compte, il est très axé vidéo, UGC, FGC, donc tu le mets beaucoup en acquisition, donc ça fait des gens qui regardent les vidéos, qui vont convertir tout de suite ou pas tout de suite, qui vont les voir, et donc tu vas les ramener dans ton tunnel. Je suppose que c'est des choses qui sont faites parce que tu as un peu ce côté, comme on parlait de évangélisation, compréhension du produit, avant de convertir avec les fameuses statiques dont tu parlais. Ouais, donc, exactement. Parce que les statiques, je suppose qu'en acquisition, ça doit être chaud pour convertir quelqu'un qui ne connaît pas avec une statique. Franchement, non, jusqu'ici, ça marchait bien, mais parce que, comme je te dis, le haut de funnel est travaillé soit par la télé, soit c'est un produit tellement... C'est un produit tellement spécifique qui touche à une audience qui n'a pas d'équivalent, donc les gens sont prêts à mettre leur argent et à convertir. Ouais, parce que toi aussi, tu as la chance d'avoir un produit où le cycle d'achat, il n'est pas long par nature. Tu n'as pas besoin d'envoyer 50 emails avant. Ça, c'était une de mes questions, mais je n'étais pas certain. Tu vois, j'étais pas certain si, on a un cycle d'achat qui peut être très, très, très long parce que les gens, par exemple, ils repèrent ça comme un cadeau pour un anniversaire. Et donc, ils le repèrent en janvier, mais ils vont peut-être l'acheter en septembre au moment où l'anniversaire arrive. Donc, on a un cycle d'achat qui peut être court, mais qui peut aussi être très, très long. Qui peut aussi être long, ouais. Et j'ai plus la donnée en tête, mais... je crois qu'on a à peu près 50% de nos acheteurs qui prennent plus de 6 mois à convertir. Ok, super intéressant. Mais oui, tu as raison, c'est vrai que tu peux en effet acheter tout de suite si tu as le besoin maintenant et si tu la veux, parce que voilà, tu as juste envie de le faire pour toi ou avec tes potes ou avec en couple, ou alors pour un cadeau, pour un anniversaire. C'est l'ordre du loisir, donc c'est très repoussable en fait. C'est rarement un truc dont tu as besoin là tout de suite. C'est genre, ce serait... bien pour Noël. Ouais, c'est good to have, ce serait sympa à l'occasion, mais à l'occasion. Et donc, t'attends un peu l'occasion. Justement, ça amène une question que j'avais pas prévue, c'est en gros, tu as quand même expliqué que ton produit, donc non seulement tu peux avoir un cycle d'achat long, mais tu as expliqué que c'est plutôt en fin d'année où tu fais une bonne partie de ton CA. Bon, tu vas peut-être pas nous dire le pourcentage exact, mais je suppose qu'on est sur un truc important. Franchement, je peux le dire, on est sur quasi 70%. C'est énorme. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de marques qui ont cet enjeu-là. Donc là, tu dois être plutôt stressé parce que c'est le... Ouais, je suis fatiguée, ouais. La préparation de Noël, c'est intense. Là, c'est le tunnel de septembre à décembre, c'est le tunnel pour nous. Ok. Est-ce que tu serais peut-être d'accord de nous expliquer un peu comment se passe une préparation pour vous sur du Q4 ou de Noël, ou c'est trop confidentiel de nous expliquer la stratégie? Je peux t'en parler. Qu'est-ce qu'on fait dans l'ordre? Ouais, vas-y. Il y a tellement de choses. Déjà, nous, on est en train de refaire un peu une refonte de CRM, donc on a toute la partie mailing à retravailler. On a aussi en parallèle l'ouverture UK, donc on prépare aussi le Noël au UK, et on le fait pas exactement pareil parce que c'est pas la même maturité de marché. Franchement, la première chose, c'est de préparer énormément de pubs adaptées à ce qu'on va vouloir lancer. On va faire des batchs toutes les semaines de créatives qui se suivent. On va itérer, on va choisir lesquelles fonctionnent et les changer un petit peu pour tester plein de nouvelles choses sur la période, de sorte à ce que, en fait, t'as un truc crescendo. Donc, la période, elle a commencé début octobre, où tu sens que tu rentres dans la période d'hiver, les gens commencent à penser un peu à leur cadeau de Noël. Ça monte, et il y a un truc qui se déclenche, j'ai envie de te dire, autour du 15 au 20 novembre. Et à partir du 15 au 20 novembre, c'est la Bérésina. Donc là, tu t'es obligé d'avoir vraiment, pour le 15 novembre, d'avoir tes bonnes créatives qui fonctionnent, de savoir lesquelles ont le bon ROS pour que tu puisses mettre un budget faramineux dessus. Pour te donner une idée, nous là, je pense qu'entre le 15 novembre et le 20 décembre, a priori, on va dépenser... j'ai pas plus d'1 million en ads. Sachant que sur la fin de l'année, tu fais 70% de ton CA. On est d'accord qu'en début d'année, tu mets moins de budget qu'en fin d'année, puisque c'est sur la fin d'année que tout se joue. Mais après, en quelque sorte, tu as dit que tu testais tes créatifs et tes offres. Oui, non, maintenant, on lâche pas 1 million par mois, hein, ça c'est sûr. Le million, il est sur ce mois très localisé à la fin de l'année. Voilà. Sinon, en temps normal, c'est beaucoup plus bas.
Donc tu es sur un scale très agressif. C'est un scale extrêmement agressif et c'est ça la clé, c'est qu'il faut tout préparer pour pouvoir avoir ce scale ultra agressif. Ouais. Et est-ce que tu as une offre qui va avoir lieu à ce moment-là ou comment ça se passe à ce niveau-là? C'est une bonne question. Je vais pas faire genre qu'on est des experts. Hein. Franchement, c'est notre 3e Noël et tous les Noëls ont été extrêmement différents. Je peux même... Ouais. L'année dernière, peut-être nous dire l'année dernière ce que tu as... L'année dernière, en fait, ce qui se passe, c'est que nous, on sort un nouveau produit à Noël à chaque fois. Donc, ok, d'accord. Donc là, on propose 3 enquêtes courtes. Donc jusqu'ici, on a des enquêtes longues qui durent entre 10 et 12 heures. Et là, on a un nouveau produit, c'est un pack de 3 enquêtes qui durent toutes à peu près 3 heures. Entre 2h30 et 3 heures, qui est plus accessible, qui adresse un public plus large, qui n'a pas envie de mettre 10 heures dans une enquête, et qui va faire ça en une soirée avec des potes, par exemple. Donc, c'est moins niche, ça peut chercher un public plus large. C'est ça qu'on met en avant, c'est la sortie d'un nouveau produit. Le produit, on le met en avant. Black Friday, juste avant, on va solder nos enquêtes plus vieilles. Ouais. Donc par exemple Woodlock University, qui est la première enquête qu'on a sortie, que moi j'ai écrite toute seule. Ouais. Celle-là, en fait, elle continue à très bien vendre, mais on veut pas aussi perdre les gens dans l'excès de choix sur le site. On se rend compte que plus on a de produits, plus les gens ils sont un peu confus sur quelle est la différence entre chaque enquête, comment je choisis. Donc le but c'est de vider les stocks de Woodlock pour que les gens ils aient plus que le choix entre enquête longue et enquête courte. Ouais, je comprends, d'accord. Pour Noël, tu veux dire. Donc tu veux vider le stock à Black Friday, puis après Noël, tu n'as plus que 2 enquêtes sur lesquelles choisir. Ok. J'allais dire autre chose, mais j'ai oublié ce que je voulais dire. C'était est-ce que vous préparez une sorte de liste VIP, c'est-à-dire avoir des gens qui vont dans votre CRM, où là, à ce moment-là, vous allez proposer des choses. Oui, bien sûr. Nous, par exemple, la sortie, on fait des précommandes. Sur toutes nos nouvelles enquêtes, on les sort en précommande en avance. Ouais. Et donc, on a des taux, des prix Early Birds pour notre communauté qu'on partage par mail avant la sortie sur le site web. D'accord. Donc, par exemple, là, on a la précommande, si je ne me trompe pas, elle est à 99 €. Mais avant de la passer à 99 €, elle était à 79, puis 89. Et en fait, ces 2 prix-là, c'est des prix qui sont accessibles que par la communauté. D'accord. Donc là, sur le coup, est-ce que tu as des ads qui parlent du fait que tu peux rejoindre la communauté pour avoir une exclusivité sur les nouveautés, ou c'est juste que tu les récoltes naturellement avec les gens qui visitent le site? On a une commu qui est tellement réactive, c'est plutôt t'envoies un mail et les gens se battent bec et ongle pour avoir le stock limité, quoi. Donc on limite à un certain nombre d'enquêtes vendues. Ouais. Et du coup, ça te fait exploser ton chiffre d'affaires sur 1 ou 2 mois, sur la période où tu as ouvert ces trucs Early Birds. En général, on le fait sur une période limitée. On le fait vraiment, par exemple, sur 2 semaines. Et pendant 2 semaines, donc on tease la sortie et après, on lâche l'accès Early Birds. Par exemple, là, cette année, on l'a fait en avril. Et moi, je me souviens, j'étais à la plage en train de faire du surf au moment où on a envoyé le mail. En train d'essayer de décompresser un petit peu, et je regardais mon téléphone et on a fait 90 000 € en moins d'une journée, tu vois, juste en disant que les précommandes sont ouvertes. Sont précommandées là, finalement, la plupart des personnes sont déjà clients, on est d'accord? Ouais, c'est tous des clients. Franchement, en fait, on ouvre l'accès à nos clients ou alors à nos prospects, mais on le met pas en avant que tu rejoins la communauté pour avoir une réduction. Ok, je comprends. Oui, j'ai compris l'idée. Après, c'est de bien traiter notre communauté aussi et de leur montrer qu'ils ont des exclusivités. C'est normal. Après, j'ai quand même l'impression que tu restes sur un business très focus acquisition, parce que là, aujourd'hui, à date d'aujourd'hui, tu as 3 produits sur le site, si je dis pas de bêtises. 2 produits. 2 produits. Et un en préco. Et un en préco, qui est encore en préco actuellement, mais qui va réellement sortir à Noël. Je comprends un peu la stratégie. Et du coup, ça fait peu de produits, donc pas forcément une énorme LTV, parce que tu peux maximum avoir une LTV de 200 à 300 €. Ouais. Donc, c'est là-dessus que tu profites de ta clientèle existante, parce que hormis ça, si tu as acheté l'enquête une fois, voilà, tu peux pas en acheter, 10, quoi. Pour l'instant, on a eu une stratégie uniquement d'acquisition, et là, pour la première fois, entre guillemets, on travaille la rétention avec la sortie de cette enquête-là, où tous les gens qui ont acheté l'hiver dernier, on les encourage à racheter. Mais c'est là, en fait, sûrement que c'est une supposition, en fait, je le sais pas encore, ça sera vérifié en décembre. Mais sûrement que les gens qui ont acheté l'hiver dernier, ils vont racheter comme cadeau cette année, et donc la rétention, le réachat se fait sur un cycle de 1 an.
Tu vois, Ouais, prépare bien ta campagne de rétention, du coup. Oui. Sur Meta, C'est le bon cadeau parce que c'était le bon cadeau l'année dernière et ça sera encore le bon cadeau cette année. Ouais. Ah, mais je pense qu'il y a des super choses à faire, hein. Tu peux personnaliser tes messages en ads, tout comme avoir des emails qui vont être envoyés à ces personnes-là à certains moments donnés. Donc c'est vrai que fondamentalement, le business, il est focalisé sur l'acquisition. Et là, vous avez commencé à faire de la rétention en ouvrant des nouvelles enquêtes depuis, je pense, 2 ans. Mais si je comprends bien, le développement de ta marque, tu le fais plutôt en développant le marché à fond et en allant chercher des nouveaux marchés. Tu as parlé du fait d'aller au UK. Peut-être un peu comprendre, genre, c'est quoi ta stratégie de développement de ta marque? Est-ce que c'est d'aller marché par marché? Est-ce que tu as déjà des marchés en tête où tu te dis que ça peut mieux fonctionner que d'autres? Comment tu imagines les choses sur 3 à 5 ans, par exemple, sachant que tu peux pas te sortir 3 nouveaux produits par an, quoi? Ouais, c'est ça. En fait, nous, on a un cycle de développement produit qui est très long. Ça, c'est vraiment une stratégie propre parce que on a des concurrents qui peuvent sortir des enquêtes en 3 mois en se disant, en fait... visuellement, ça sera la même chose parce que les gens vont voir une boîte avec des papiers, des petits objets, etc. Et en fait, ça ressemble à la même chose. Donc, en termes d'acquisition, c'est aussi facile quasiment d'acquérir parce que tu peux raconter la même chose. Et pourquoi personne l'a encore fait alors, du coup? Parce que ça fait 4 ans. Si. Nous, ce que je te disais tout à l'heure, c'est qu'on a... évangélisé le marché. On évangélise le marché, mais on a aussi complètement... Enfin, on a un parti pris d'avoir un produit extrêmement premium où on a complètement exposé ce qui se fait dans le monde du jeu de société. Donc nous, on se considère pas du tout comme un jeu de société, on se considère comme un produit culturel entre le livre, le ciné et un peu le jeu de société. Mais ça existe, les jeux d'enquête. Donc on a des concurrents qui vont faire des jeux d'enquête qui sont beaucoup plus proches du jeu de société où pour le coup t'as pas de plateforme interactive, t'as pas 2 heures de vidéo par enquête, 3 heures d'audio où c'est juste t'as du papier, t'as des articles de journaux, des coupures presse, une petite carte et tu dois résoudre ton enquête et ça dure 1h30. Et en fait ça a une audience, hein, c'est juste qu'on n'a pas le même positionnement. C'est ça. Nous on est sur un produit premium, une expérience vraiment audiovisuel hybride qui se rapproche de la série. Eux, ils ont un positionnement plus proche du jeu de société et d'un truc qui se fait là sur papier, sur table et qui du coup répond à un besoin et une population un peu plus gamer. C'est ça que j'allais dire, c'est que fondamentalement, vous n'avez pas de vrais concurrents directs, mais des concurrents indirects qui vont être les jeux de société si je dois les mettre dans une catégorie. Ouais, oui. Même si ça s'appelle un jeu d'enquête et ça ressemble à la même chose, en fait, la profondeur d'histoire et le développement du scénario va pas du tout être pareil. C'est comme... Non, je vais pas faire de rapprochement douteux, mais en gros, nous, le choix qu'on fait, c'est de se dire, ok, on dépense beaucoup, beaucoup plus dans la création de nos produits, ça nous prend beaucoup plus longtemps, c'est tout aussi difficile à vendre qu'eux. Donc en fait, les gens pensent pour l'instant qu'on vend globalement la même chose. Mais sur le long terme, les gens reviendront chez nous parce que tout le monde dit que nos expériences, c'est impensable et que on a complètement explosé leurs attentes. Et en fait, ils s'attendaient pas du tout à ça. Et c'est ça que je retiens toujours, c'est que j'ai l'impression que tu as créé un produit que tu ne retrouves pas ailleurs. C'est ça que vraiment je retiens beaucoup. C'est qu'il n'y a pas beaucoup... tu ne retrouves pas ailleurs actuellement. Et j'ai l'impression que c'est votre gros avantage concurrentiel, fondamentalement. Moi, en tout cas, c'est la décision que j'ai prise. C'est que je veux un produit qui est son propre outil de rétention. C'est que le produit parle pour lui-même et on va prendre 1 an et demi à les développer, mais à chaque fois qu'on va le sortir, c'est un rendez-vous. Et les gens qui aiment le concept, ils vont pas aller... Peut-être en attendant, ils vont aller acheter chez les concurrents parce qu'ils ont besoin d'attendre. Mais... quand il y a une enquête Detective Box qui sort, ils ratent pas ce rendez-vous-là. Ouais, tu sais que ça peut aller très fort en termes d'acquisition. Donc, en fait, j'ai l'impression que ton business, tu peux avoir des petits moments et puis après, boum, boum, puis après, ça revient un peu petit, puis après, ça reprend à chaque fois. Donc, c'est par phase et à chaque fois qu'on a une sortie produit, les sorties produits sont très, très attendues. Donc, et que tu fais au bon timing, parce que toute l'année, tu vas en parler à ton audience, etc. Donc, tu vas déjà tester un peu le marché en quelque sorte, tester les eaux, parce que c'est des gens qui te connaissent déjà, qui ont déjà acheté, puis après, tu le lances au meilleur moment de l'année. Ça, c'est une bonne leçon marketing, c'est de faire le lancement au bon timing. Tu vas pas le faire en juillet quand tout le monde est en vacances. Voilà, et nous, ça nous permet, avec la préco, de faire un petit peu les deux. C'est qu'on fait de la préco hors saison
qui nous permet de renflouer les caisses un peu en termes de trésor. Bien sûr, en mois d'avril. Et après, on sort le produit au moment de Noël, là où tout le monde est prêt à passer à l'achat. Ouais, du coup, ma question par rapport à le développement de la marque, c'est après comment tu fais à lancer un marché. Donc, c'est-à-dire qu'on a parlé du fait de se développer à fond dans un marché, mais si tu veux te lancer au UK, par exemple, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu mets en place concrètement? Franchement, on reproduit un peu la même stratégie qu'on a eue en France en l'adaptant aux particularités du marché en question. Donc, on sait que le marché UK, c'est le deuxième marché du jeu de société en Europe. Oui. Et on sait que ils sont beaucoup plus fans de ce qu'on appelle le true crime, donc vraiment les sujets liés aux tueurs en série, tu vois, les documentaires Netflix, ce genre de choses là que tu peux aller trouver sur Jeffrey Dahmer, etc. Ça, c'est une grosse appétence qu'ils ont sur ce marché-là. Les Anglo-Saxons, ils sont très friands de ça, beaucoup plus qu'en France. Donc en France, on a un axe un petit peu plus escape game et énigme, et au UK, on va avoir un axe beaucoup plus enquête crime. Et ça, après, on commence par le UK parce que moi, c'est un marché que je connais assez bien. Moi, je suis irlandaise, donc je comprends bien cette culture anglo-saxonne. Mais la stratégie d'acquisition va rester la même, c'est qu'on va commencer par Meta. Là, on le fait pour Noël. En fait, on fait une sortie pour Noël à chaque fois, pour chaque marché. Et après, on valide les acquis sur l'année qui suit. Ok. Mais du coup, d'accord que ça reste exactement le même produit, tu l'as traduit, je suppose. Enfin, même produit, on l'a traduit. Il y a une partie de traduction qui se fait à l'IA d'ailleurs, donc pour gagner un peu de temps et en efficacité, pour pas avoir à tout retourner. Parce que comme je te disais, il y a beaucoup de... Ah ouais, c'est intéressant, j'avais pas pensé. De vidéos, donc il y a pas mal de lip sync, des choses comme ça. On a fait un peu de R&D là-dessus en IA pour trouver le bon équilibre entre qu'est-ce qu'on garde de manière authentique et qu'est-ce qu'on traduit à l'IA pour pas impacter la qualité perçue. Je comprends. Peut-être une question rapide dessus sur l'IA. Aujourd'hui, est-ce que c'est un outil que vous utilisez pour produire vos nouvelles enquêtes? Parce qu'on dit souvent l'IA peut t'aider à construire des fantastiques histoires. Évidemment, si tu lui donnes ta super histoire que tu as déjà faite auparavant, ça doit l'inspirer. Donc, alors pour l'instant, c'est vraiment plus un sidekick. L'IA nous accompagne dans nos brainstorms, dans nos réflexions. Tu vois, si on cherche des idées, on va le prompter. On a un peu nos bases de données, etc. C'est un axe qu'on travaille et qu'on va beaucoup plus développer sur la suite. Mais dans la création des enquêtes et l'histoire, etc., ça va rester qu'un support. C'est pas l'IA qui va créer les enquêtes. En fait, elles sont trop complexes. Il y a besoin de trop de subtilité pour demander à l'IA de le faire. Et comme je te disais, nous, la qualité de nos enquêtes, de l'histoire, des mécaniques, de l'immersion, c'est vraiment notre ADN et le truc sur lequel on ne veut pas faire de compromis. Donc, on ne va pas demander à l'IA de nous pondre une enquête, quoi. D'accord, donc ça reste un mythe de croire que l'IA peut te pondre une enquête ou un film ou un scénario, ou en tout cas aussi facilement. Si, il peut t'en pondre un. Par exemple, il peut te suggérer la ligne directrice du scénario, te pondre un scénario de film, et nous, on va s'en inspirer. Mais en fait, décider le scénario de l'enquête, je pense que c'est moins de 1% du travail. Une fois qu'on a le scénario, le plus facile est fait. Derrière, c'est comment t'imbriques des mécaniques de jeu dans le scénario. Comment est-ce que tu les fais avec l'interaction avec l'app? Comment est-ce que tu fais l'interaction avec des sites internet cachés sur le web? Comment est-ce que tu fais, en fait, factuellement, entre j'ai une histoire et je suis un joueur qui reçoit une boîte chez lui, et mon expérience de jeu fluide et agréable pour me plonger dans l'histoire de manière immersive, pas comme si on te racontait une histoire, mais comme si tu découvrais une histoire. Et ça, c'est vraiment le plus dur. Ça a l'air hyper complexe. Je t'avoue que j'ai pas su poser de questions là-dessus parce que j'ai juste pas fait l'enquête, donc je peux pas savoir comment c'est, mais j'ai l'impression que le plus complexe de son business n'a pas été l'acquisition, mais plutôt la réflexion sur comment conceptualiser cette enquête et la rendre la plus immersive possible, quoi, de ce que je comprends. Ouais, c'est kiff-kiff, en fait. L'un doit suivre l'autre, mais c'est... Franchement, ouais, je pense que c'est plus la secret sauce, c'est plus là-dedans. Ouais, et le fait d'avoir su créer un produit qui est hyper satisfaisant, et derrière, on le vend et on sait que les gens en parlent entre eux, et tu vois, on a plus de 20% de bouche à oreille, donc ça aide aussi. Ok.
Bon, bah écoute, c'était parfait pour cet épisode. Merci beaucoup d'être venu. Je pense que je t'ai posé toutes mes questions. Je regarde si j'ai rien oublié. Mais ouais, peut-être comment tu vois ta marque dans 5 ans? Est-ce que tu as peut-être un truc à nous dire? Est-ce que tu as une vision là-dessus sur les 5 prochaines années avant de terminer? Ouais, moi, mon rêve dans 5 ans, c'est que on soit un événement incontournable du grand public, tu vois, que ce soit pas vu comme un truc niche, mais vraiment comme le prochain film de Pierre Ninet, t'as la prochaine sortie de Detective Box, et d'ailleurs on est de plus en plus en train de réfléchir à comment caster des acteurs connus pour nos enquêtes, pour justement fondre un peu la ligne entre les différents médias aujourd'hui que sont le ciné, le jeu, le livre, le jeu vidéo, etc. Ok, super intéressant. Bah, merci beaucoup pour toute cette transparence. Hein. C'était quand même hyper intéressant de tout ce que tu nous as raconté. Et je souhaite le meilleur. J'espère que tu feras un très bon Q4 et que vous allez réussir, que vous allez atteindre vos objectifs et que vous allez également vous lancer sur le marché UK avec succès. Ouais, Merci à toi, Émilie. Je souhaite aussi. Merci à toi. Ciao. À bientôt. Salut.